Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Réduire la dépendance énergétique, telle est l'ambition de la Guinée. Ce mercredi matin, le président Alpha Condé s'est d'ailleurs rendu sur le chantier du barrage hydroélectrique de Caleta. La pêche, secteur clé de l'économie mauritanienne, il représente 25 à 30% du budget de l'État. La Mauritanie envisage même de devenir compétitive au niveau international. Et puis retour sur l'histoire des équipes africaines en Coupe du Monde de football, des exploits du Cameroun de Roger Mila, la déception du Zaïre ou encore de l'Algérie, sans oublier les espoirs. Pour réduire son déficit en énergie, la Guinée a initié plusieurs projets en ce sens ces dernières années. Parmi eux, le barrage de Caleta d'une capacité de 240 MW. En travaux depuis plus de 2 ans, une première tranche devrait fonctionner d'ici le deuxième trimestre 2015. Des barrages destinés à l'industrialisation. Un reportage de Nicolas Cuquel, notre envoyé spécial en Guinée. Les travaux du barrage hydroélectrique de Caleta avancent. Depuis plus de 24 mois, ce sont près de 2500 ouvriers, guinéens et chinois, qui se relaient 24 heures sur 24 afin de réaliser ce projet d'envergure. Objectif, réduire la dépendance énergétique de la Guinée et répondre à l'épineuse question des délestages à l'horizon 2016. Le barrage de Caleta, sur le fleuve Concouré, représente un investissement de plus de 446 millions de dollars. Il produira à terme près de 240 MW. L'usine va finir dans 6 mois et au mois de mars 2015, on va faire la mise en eau. Et le 31 mai 2015, nous allons lancer la première turbine qui va donner 80 MW aux populations de Conakry et de la ligne interconnectée Tombo, système Samou, Garafiri, King Kong. Ça veut dire quand on va mettre le courant, c'est jusqu'à l'abbé, il y aura le courant 24 heures sur 24. Ce mercredi, le président Alpha Condé s'est rendu sur ce vaste chantier à ciel ouvert situé à 140 km de Conakry. Sur place, le chef de l'État a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux bien nécessaires au développement du pays. Caleta est le premier jalon parce que nous voulons arriver à 6000 MW très rapidement, puisque ce qui va nous permettre, en plus des mini-barrages que nous allons construire comme Tinkiso, mini-barrages que nous allons construire à Guéguédougou, en forêt en Haute-Guinée. Ces grands barrages vont servir à l'industrialisation parce que nous avons l'ambition de ne plus être seulement exportateurs de bauxite mais exportateurs d'aluminium. Donc les mini-barrages vont servir à la population et les grands barrages à l'industrialisation. Le président Alpha Condé a profité de sa visite sur le site de Caleta pour inaugurer ce pont qui enjambe le fleuve Badi et qui permet désormais de se rendre plus facilement jusqu'au chantier du barrage. Un pont pour faciliter également le transport des marchandises et les déplacements des populations rurales. Réunion politique de l'opposition algérienne. Ce mardi, Ali Benflis, l'ancien candidat à la présidentielle, les partis islamistes et des opposants du FLN, entre autres, se sont rassemblés à Alger. Leur ambition, constituer un front d'opposition et présenter un projet alternatif aux populations. Écoutons l'analyse d'Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication. Ce n'est pas une coalition, c'est une sorte en réalité de coordination qui est antérieure à l'organisation des élections présidentielles et qui s'est élargie. Il y a quelques membres fondateurs et bien sûr des personnalités indépendantes, des universitaires. Donc je pense que c'est un panel extrêmement large et diversifié. Le premier probablement depuis l'indépendance d'Algérie qui associe aussi bien les islamistes que ce qu'on appelle chez nous en Algérie les nationalistes, que les démocrates et les personnalités indépendantes. L'objectif de la réunion, c'était déjà de réunir les rangs de l'opposition, ce qui, je vous ai dit, c'est exceptionnel. L'opinion publique algérienne, tout le monde demande à ce que l'opposition parle d'une seule voix, c'est de dire, voilà, on a fait un diagnostic de la situation, nous proposons une sorte de programme de sortie de crise. Maintenant, libre au gouvernement de l'accepter comme de le rejeter ou d'en accepter quelques dispositions. La deuxième phase, c'est d'expliquer la plateforme aux Algériens, d'aller à l'intérieur du pays, d'aller vers des citoyens, de leur dire voilà, nous avons une alternative à la sortie de la crise. Le parti salafiste égyptien Al-Nour va-t-il intégrer le gouvernement? Son leader a déclaré qu'il serait prêt à rejoindre l'équipe du président Abdel Fattah al-Sisi. Pour certains spécialistes, le parti Al-Nour prévoirait de remplacer les frères musulmans, une possibilité qui serait éventuellement envisagée après les prochaines élections législatives. Florencia Samporé. Le mouvement Al-Nour pourrait aider le président Al-Sisi à gouverner. C'est en ces termes que le chef de file du parti salafiste Al-Nour, Younes Maktioun, a exprimé ses aspirations actuelles à intégrer le gouvernement du président Al-Sisi. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement. Nous devons construire ensemble les institutions de l'État. C'est un devoir national que de rejoindre le président en tant que consultant. Donc, s'il nous offre une place, nous l'accepterons très probablement.
Une position jugée opportuniste et stratégique par les analystes. Le mouvement Al-Nour tenterait aujourd'hui de remplacer le parti des frères musulmans afin de remporter les prochaines élections législatives en Égypte. Je ne connais pas exactement le poids politique du parti Al-Nour actuellement. Les prochaines élections législatives pourront nous fixer là-dessus car ils vont certainement tenter la course à l'élection. Et nous verrons si le parti bénéficie d'un soutien populaire. Ils estiment que leur soutien envers le pouvoir actuel va renforcer leur image, mais ce n'est pas sûr. Jusqu'ici, la souplesse du parti Al-Nour a contribué à sa propre survie au milieu des mouvements politiques égyptiens au cours des dernières décennies. À noter que le parti Al-Nour a été le premier à avoir soutenu le président déchu Mohamed Morsi, puis à avoir changé de camp lors des insurrections contre le pouvoir et les frères musulmans en Égypte. Dans le reste de l'actualité, accord conclu entre le Fonds mondial pour la nature, WWF, et la société britannique Soko. Cette dernière s'est engagée à cesser toute opération pétrolière dans le parc protégé des Virunga, à l'est de la République démocratique du Congo. En échange, le WWF s'engage à retirer sa plainte déposée en octobre 2013. La pêche est un levier incontournable de l'économie mauritanienne. Deuxième pourvoyeur après les mines, ce secteur a su garder depuis 30 ans sa place dans la structure économique et financière du pays. En 3 ans d'activité, la coopérative de pêcheurs de Nouakchott a même créé pas moins de 3000 emplois. Thierry Noiran. Si les mines représentent le premier secteur économique de la Mauritanie, le milieu de la pêche apporte aussi sa contribution au développement économique du pays. En effet, la pêche en Mauritanie contribue à hauteur d'un tiers des besoins du pays en devises. Mais si son impact économique n'est plus à redire, elle possède également un aspect social non négligeable et la création d'emplois. Depuis qu'on a créé cette coopérative, ça fait 3 ans. Et depuis qu'on l'a créée, alhamdoulilah, on a créé minimum 3000 emplois. Et l'objectif, c'était de faire nourrir toute la population. Mais après, quand on fait nourrir toute la population, d'exporter soit par le moka, soit par la congélation. Un milieu qui doit être entretenu par l'État, qui chaque année investit dans les entreprises pour continuer à pousser ce secteur. En 2011, nous avons eu 300 millions de dollars. En 2012, nous avons eu 340 millions. Bon, en 2013, on a eu un peu moins de 300 millions. Mais c'était lié à la conjoncture, à la crise financière que vous connaissez, qui s'est passée en Europe et même au Japon. Mais depuis la reprise un peu, depuis le début de l'année, les prix sont en train de reprendre. La pêche à elle seule correspond à raison de 25 à 30% du budget de l'État et ce chiffre pourrait augmenter dans les prochaines années. En effet, les enjeux restent encore nombreux pour devenir compétitifs au niveau international. Pour devenir une réelle alternative aux producteurs marocains, la Mauritanie doit investir dans ce secteur à travers l'acquisition, par exemple, de bâtiments plus sûrs afin d'assurer la sécurité des pêcheurs. De 1934 à 2010, focus sur les performances africaines au mondial. 13 nations continentales ont participé à une phase finale de Coupe du Monde. Pour améliorer leur compétitivité, les spécialistes soulignent l'importance de développer les infrastructures. Ils mettent également l'accent sur la formation. Graziella Tchakounte. 10 victoires pour l'Europe, 9 pour l'Amérique du Sud et aucune pour l'Afrique. Sur le plan du palmarès, la Coupe du Monde porte mal son nom. Jusqu'à présent, les quarts de finale ont été le plafond de verre des sélections africaines. Le Cameroun en 1990 battu 3-2 après prolongation par l'Angleterre, le Sénégal en 2002 par la Turquie et le Ghana en 2010 sorti par l'Uruguay. L'Afrique devrait faire un effort, d'abord en essayant de développer à l'intérieur des pays des infrastructures sportives dignes de ce nom, vous voyez, en utilisant une partie d'ailleurs des ressources liées aux victoires africaines en compétition internationale de football. Il est vrai qu'après le Cameroun en 1990, le Sénégal a atteint les quarts de finale quelques années plus tard. Et tout récemment, le dernier pays africain à avoir atteint les quarts de finale, c'est bien le Ghana. À l'exception de l'Égypte, l'Afrique aura dû attendre 1970 pour se voir octroyer un siège de plein droit en phase finale de Coupe du Monde. Depuis, la courbe de performance du continent dans la compétition progresse lentement mais sûrement. Et au regard de cette démographie galopante, sa représentativité semble aujourd'hui obsolète. En effet, seules 5 équipes représenteront le continent dès ce 12 juin au Brésil.
Il faut accorder aux fédérations africaines et asiatiques la place qu'elles méritent. Les Européens et les Sud-Américains ont la majorité des places pour la Coupe du Monde, alors qu'ils ont moins de fédérations que l'Afrique et l'Asie. Ce n'est pas normal que l'Afrique n'ait que 5 places. Au total, 13 nations africaines ont participé à une phase finale de Coupe du Monde. Et à titre de comparaison, seuls 10% des membres de la Confédération africaine de football arrivent à se qualifier, contre 50 voire 60% pour la Confédération sud-américaine. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.